Continuons l'exemple sur les courbes de niveau, où on avait, dans le fond, déjà tracé nos courbes et défini le sens dans lequel les courbes augmentaient. Zoom. Ça nous avait permis d'identifier le maximum. Donc, j'avais fait le problème de façon un peu informelle, mais je répète les étapes là, pour un problème avec courbe de niveau. Je trace mes deux courbes de niveau. J'identifie le sens dans lequel l'augmentation ou la diminution se fait. Et je trace une suite de courbes de niveau et je peux comme ça trouver le maximum qui va être en un des sommets. Je vous résume la situation dans un beau petit paragraphe. Donc, voilà ce qu'on peut observer. De façon générale, j'en profite pour faire un résumé de la théorie sur les courbes de niveau. Sur une courbe de niveau donnée, les valeurs de z restent toujours les mêmes. Peu importe les points quand on se promène sur la droite là, qui est représentée par une courbe de niveau, la valeur va toujours de z, du profit par exemple, va toujours être la même. Si on trace diverses courbes de niveau, on va être capable de trouver la direction qui est augmentation ou diminution. Chose qu'il faut observer, les courbes de niveau sont toujours parallèles. Je vais juste en discuter ici. Si j'isole y, j'ai une pente de moins 2x. Si j'isole y ici, j'ai aussi une pente de moins. La pente va toujours rester la même. C'est l'ordonnée à l'origine qui change. Donc, c'est la raison pour laquelle les courbes de niveau sont parallèles et font juste se tasser à droite ou à gauche, puisque c'est la valeur initiale qui va monter ou diminuer. Donc, je reviens ici, comme les courbes de niveau sont parallèles, on peut tracer plein de courbes de niveau, c'est facile à faire, puis on peut le faire dans le sens souhaité, selon le max, le min qu'on cherche. Que ce soit un max ou un min, le sommet, la valeur qu'on cherche va correspondre à la dernière courbe de niveau qui touche le polygone de contrainte. Dans notre exemple, la dernière courbe de niveau qui touchait ici le max est là. La dernière, vous voyez, je peux quasiment y aller à main levée sans trop de problème. Je sais que mon min est là, mon max est là. Puisque j'ai identifié le sens dans lequel il y a augmentation, j'ai tracé une série de courbes de niveau et je peux pratiquement juste visuellement là, identifier où va être le max ou le min, du moins le sommet en question. Et une fois qu'on a les sommets, on remplace les valeurs de x, y dans la fonction z et on a notre max et notre min. Donc, voilà pour la fin de l'exemple avec un petit résumé de la théorie. Il y a un exercice à faire là-dessus, donc je vous conseille de faire pour vraiment vous assurer que vous avez compris la théorie sur les courbes de niveau. Donc ça, c'est classique question que vous allez avoir en exercice ou en devoir en examen. On a deux courbes de niveau à tracer, vous voyez. Donc, on trouve deux points par lesquels la courbe de niveau passe. J'ai pris la peine de les faire ici. J'ai identifié le sens de l'augmentation, le sens de la diminution. Et de cette façon-là, on peut facilement trouver où est le max, où est le min. Et faites attention, hein, il y aurait peut-être quelque chose d'intuitif, de contre-intuitif. Ah, ben, comme c'est plus haut, c'est là que le maximum devrait être. Ben non. Ça dépend du sens dans lequel il y a augmentation ou diminution pour les diverses courbes de niveau. Donc, je peux conclure que le minimum va être en 0,10 et que le maximum va être en 10, 0. La fonction z étant x moins y. Donc, x moins y, donc un z de moins 10. Si x moins y, un z de 10. Donc, maximum, minimum. Voilà. Pas tant de calcul à faire quand même. Dernier exemple du chapitre. Là, on est passé, soit dit en passant, ouais, au chapitre 14. Je veux juste vous dire, on était à la page 166. On a sauté quelques pages. Donc, je répète, je suis à la page 166 de vos notes.
Le chapitre 14, on ne fera pas la théorie. Je vais seulement faire la partie, ce que j'appellerais modélisation, mise en situation où on doit identifier les variables et établir le système d'équations, dans le fond, les contraintes. Donc, on ne veut pas répondre à la question proprement dit. Si vous avez une question comme ça à l'examen, ben, c'est tout simplement d'établir la fonction économique. Donc, à vrai dire, plutôt, on commence. Les variables, les contraintes et la fonction économique. C'est ici le profit. Ce sont les trois choses que je vous demande de faire pour cette question. Pourquoi cette question est différente et pourquoi on ne peut la résoudre? C'est qu'il va y avoir trois variables. Depuis le début, on a seulement deux variables. Il y a deux variables dans un graphique YX en trois dimensions. Ça complique non seulement la, la, la représentation du problème, mais ça complique beaucoup la résolution. Et c'est ce qu'on aurait fait en temps normal dans la session, mais c'est cet aspect de la matière qu'on a coupé un peu. Donc, quelles sont les variables qui rentrent, pour lesquelles on parle? Ici, dans le fond, c'est un avion pour lequel on peut décider le nombre de sièges en première classe, en classe affaires et en classe économique. Alors, la question, chaque type, ben, la compagnie se pose combien de places de chaque type, c'est-à-dire entre classe économique, classe affaires et première classe. Comment on va répartir le nombre de sièges dans l'avion? Alors, notre X, ça va être pour le nombre de billets ou le nombre de places, si on est mieux en économique. Y, nombre de places, nombre de billets affaires. Et Z, nombre de billets première classe. Nous sommes à la recherche des contraintes et de la fonction économique. Des fois, ça va mieux y aller avec la fonction économique. On nous dit que, là, toujours se pose la question, est-ce qu'on y va dans l'ordre où les phrases sont un peu pêle-mêle? J'essaie de vous trouver. On nous dit qu'il y a trois prix. 210 pour la classe économique, 405 pour la classe affaires, 465 pour la première classe. Donc, ça, ce sont les revenus. Et on cherche un revenu maximal. Donc, la fonction économique ici, ça va être le revenu. On peut l'appeler R, on peut l'appeler Z. En mathématiques, on va mettre Z, mais si vous voulez mettre R pour revenu, ça va. Donc, étant donné qu'on dit les prix suivants, on peut établir que le revenu va être trouvé de cette façon. Voilà pour la fonction économique. Donc, variable, c'est fait. Fonction économique. Maintenant, quelles sont les contraintes auxquelles est soumise cette fonction économique-là? On pourrait bien mettre X, Y, Z, mais on se doute bien qu'il va y avoir une limite d'espace, limite peut-être dans les bagages. Bon, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, les contraintes, on va plutôt les identifier. On va se tasser un peu, là, on va les identifier ici. Première contrainte, ça va être une contrainte de coût. On nous dit qu'on doit avoir un coût d'opération plus petit que 26 000 et les coûts sont décrits de cette façon. 50 pour la classe économique, 150 pour affaires et première classe. Donc, 50 par billet en économique, 150 pour les deux autres catégories de billets. Il va y avoir une contrainte de bagages. Pour les bagages, couleur, bagages, ici, on nous dit qu'on a un espace maximal de 290 mètres cubes. Et la façon dont on permet, dans le fond, on alloue l'espace, c'est un peu plus haut dans le texte. 2 mètres cubes pour première classe, 1 mètre cube pour économique. Donc, ici, ici.
Et on cherche à faire pas de bagage pour la classe affaires. Donc, ben, plus 0. Fait que, je peux mettre plus 0 si vous voulez. Là. Voilà. Et finalement, la contrainte suivante, ça va être une contrainte simplement, je vais dire, d'espace, de place. On nous dit qu'on a au maximum, on a un maximum de quel doit être le nombre de places. Je cherche le nombre de places totales dans le texte. Ah, ici, 220 sièges. Voilà. Bon, je suis allé un peu dans le désordre, là. Je savais où je m'en allais, mais évidemment, vous voyez comment j'ai répertorié l'information. Je suis allé par type de contrainte. Et ensuite, je suis allé chercher les informations qui m'intéressaient. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur l'espace? Un 220 sièges, ben, chaque siège compte pour un, hein, en termes d'espace. Ben, ce qui n'est pas, bon, c'est peut-être la réalité là, en termes d'espace dans l'avion. C'est vrai que j'y pense tout haut. Première classe, ça prend plus de place dans un avion que classe économique, mais ici, là, on n'a pas mention de ça. Donc, on va tout simplement considérer qu'on a le même espace X plus Y plus Z. Donc, nombre de places. On va y aller comme ça. Donc, voilà nos contraintes. Il y a aussi une contrainte de non-négativité. Hein. X, Y et Z vont être plus grandes que 0, moins que 0. Voilà notre système d'inéquation linéaire, ce qu'on appelle nos contraintes. On ne va pas résoudre le problème puisqu'il y a 3 variables. On ne va pas parler de cette partie-là de la matière. Si j'aborde un problème avec 3 variables, je vais tout simplement vous demander d'y aller avec quelles sont les variables, les contraintes et la fonction économique à partir d'une mise en situation donnée. Ça termine la partie sur l'optimisation. Il nous reste peut-être un ou deux vidéos qui vont porter sur le chapitre 16.